Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politico-sociale haïtienne. Je ne sais pas si vous êtes aussi passionné que moi du bien-être de notre pays natal, mais il ne se passe pas un seul jour sans que je ne me pose cette question. Pourquoi nous, les Haïtiens, pourquoi nous, les Haïtiennes, nous échouons à créer un État fiable, un État viable pour tous les Haïtiens, pour toutes les Haïtiennes? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous doter d'un État-nation fiable et viable? Quelles sont les causes, quels sont les facteurs, quelles sont les raisons de notre échec collectif? Évidemment, je ne suis pas le premier à me poser cette question et je ne serai pas le premier non plus à fournir quelques éléments de réponse. D'autant que les éléments de réponse que je vous soumettrai sont miens. Ils ne visent surtout pas à résoudre une fois pour toutes notre problématique nationale. Ils ne visent surtout pas à dire, comme on dit, le mot du droit en la matière, mais il s'agit de nourrir votre réflexion. Car on ne peut pas continuer à vaquer à nos occupations individuelles et à regarder le pays aller de mal en pis tous les jours. Et donc, je propose qu'on réfléchisse ensemble à partir de ce matin sur les raisons qui expliquent notre échec collectif. Pourquoi nous les Haïtiens, pourquoi nous les Haïtiennes n'arrivons-nous pas à nous doter d'un État viable et fiable? Évidemment, cela risque d'être une série d'émissions. Combien d'émissions seront consacrées à un tel thème, à une telle thématique, je ne sais. Je vais y aller à coup de réflexion, je vais y aller à coup d'éléments de réponse ou début d'éléments de réponse qui me sont inspirés des auteurs que j'ai lus, qui me sont inspirés de l'histoire comparée des nations, qui me sont venus après plusieurs échanges avec des amis, avec des collègues, mais toujours est-il que nous devons nous poser cette question et tenter d'y trouver des éléments de réponse. Pourquoi nous les Haïtiens, pourquoi nous les Haïtiennes n'arrivons-nous toujours pas à nous doter d'un État viable et fiable? Évidemment, vous me connaissez. On verra autant de facteurs internes que de facteurs externes. On verra autant de facteurs endogènes que de facteurs exogènes. On se regardera au miroir pour dire notre faute, notre très grande faute, mais on regardera aussi à l'extérieur pour dire « Ah, l'autre, nos voisins, ne nous ont surtout pas rendu la vie facile. » Donc il ne s'agira pas de nous disculper en disant « Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'autre. » Mais il ne s'agira pas non plus de procéder à une espèce d'auto-flagellation comme si nous étions les seuls responsables de nos malheurs. S'agissant de l'histoire d'Haïti, il faut toujours garder en vue les facteurs exogènes et les facteurs endogènes, les causes externes et les causes internes. Il faut regarder les acteurs nationaux, il faut regarder les acteurs internationaux, car Haïti, pour des raisons évidentes, pour son histoire, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle a accompli, n'a jamais laissé personne indifférent.
Est-ce à dire que la faute soit complètement imputable à l'autre? Est-ce à dire que la faute soit exclusivement imputable à l'étranger? Il s'en faudra de beaucoup. Mais ce serait aller très loin de la vérité que de garder les yeux que sur les acteurs nationaux, comme si les acteurs nationaux et les acteurs internationaux ne travaillaient pas ensemble, hélas, à faire échouer cet État-nation, à faire échouer cet État, à faire échouer cette nation. La table est mise, les amis. Nous allons faire un peu d'histoire, un peu de sciences politiques, un peu de sciences sociales. Bref, nous allons essayer de comprendre ce qui nous arrive et pourquoi nous n'arrivons toujours pas à nous doter d'un État fiable et viable. À tout à l'heure, les amis. Avant la pause, on s'était promis de réfléchir sur les causes externes, les causes internes, les facteurs endogènes, les facteurs exogènes qui expliquent notre échec collectif. Eh bien, on va y aller à cœur ouvert. Hein? Et comme je l'ai dit dans mon introduction, qui sait, cette question couvrira plusieurs émissions, plusieurs éditions, qu'importe, et là encore, on n'aura pas la prétention d'avoir tout vu. Je compte sur vous, sur vos commentaires pour attirer notre regard sur des angles morts, sur ce qu'on omet de dire, par inadvertance ou tout simplement par ignorance. En tout cas, je veux être utile à construire cette réflexion sur les facteurs qui expliquent notre échec collectif. Alors, commençons par le commencement. Que visaient nos ancêtres lorsqu'en janvier 1804, ils ont proclamé sur la place d'Armes des Gonaïves l'indépendance d'Haïti? Qu'est-ce que nos ancêtres avaient dans la tête lorsque, au mois d'août 1791, d'ailleurs, nous n'en sommes pas si éloignés que cela en termes d'anniversaire, puisque voilà quelques jours, on commémorait l'anniversaire du Bois Caïman. Alors, que visaient nos ancêtres lorsque, un 14 août 1791, ils se sont réunis sur ce site désormais mythique pour se soulever contre les esclavagistes? Que visaient-ils lorsqu'ils ont ouvert les hostilités 8 jours plus tard, donc dans la nuit du 21 au 22 août, dans cette longue guerre de l'indépendance, imaginez, de 1791 à novembre 1803, la fameuse bataille de Vertières, 18 novembre 1803, et qui va aboutir donc à la proclamation de l'indépendance en 1804. Donc, que visaient nos ancêtres? C'est très intéressant de noter que nos ancêtres se battaient pour des idéaux. Ils se battaient pour des idéaux. Le premier idéal, ils se battaient pour la liberté. Liberté ou la mort. C'est vivre libre ou mourir. Ils se battaient pour la dignité
nous ne sommes pas moins humains que ceux qui se prétendent être nos maîtres. Ils se battaient pour l'égalité. Nous ne sommes pas inférieurs à ceux qui ont imaginé le concept faussement scientifique de race. Et donc nos ancêtres se battaient pour quoi? Pour la liberté, vivre libre ou mourir, pour la dignité. Il n'y a pas d'humain supérieur à l'autre. Hein? Et donc, aucun humain n'a le droit de réduire à l'état de choses un autre humain. Il se battait pour l'égalité. Évidemment, la question de pays se posait depuis déjà la gouvernance du gouverneur Toussaint Louverture. Dans les derniers jours, dans ses derniers écrits, il parlait clairement de son pays. Et quand il disait son pays, il ne pensait pas à la métropole, la France, il pensait à Saint-Domingue. Et pendant même la conduite de la longue guerre de l'indépendance, entre autres au mois de mai 1803, donc quelques mois avant la bataille de Vertières du 18 novembre, dans une correspondance qu'il entretenait avec le gouverneur de la Jamaïque, alors colonie anglaise, le général Jean-Jacques Dessalines, qui allait devenir plus tard empereur, disait clairement au gouverneur de la Jamaïque que son intention, c'est de conduire cette colonie à l'indépendance. Et on le sait historiquement, l'empereur, enfin plus tard empereur, mais le général d'alors va se réunir avec d'autres généraux, les Christophe entre autres, au fort Dauphin, qui allait plus tard devenir fort Liberté, pour discuter de l'indépendance. Nos ancêtres n'ont rien improvisé. Avant l'indépendance et après l'indépendance, ils réfléchissaient déjà sur le design qu'il fallait imprimer à ce nouvel État. Il y a parmi les généraux, parmi les hauts gradés de l'armée indigène qui disaient qu'il faut faire d'Haïti une république, comme les États-Unis, comme la France. Par exemple, Pétion disait qu'il faut faire de ce nouveau pays une république. D'autres disaient non, au contraire, il faut en faire une monarchie, un royaume. C'était, exemple, l'opinion du général Christophe Henry. Et d'autres pensaient qu'il fallait faire d'Haïti un empire. Ce n'est pas tant en imitant la France, mais qu'en ayant en tête les grands exemples des grands empires africains que ceux qui ont mené cette guerre de l'indépendance ont dit, écoutez, il faut au contraire construire un empire. Pourquoi? Parce que Haïti allait être l'État central d'un ensemble d'États qui allaient se libérer de l'esclavage et il fallait les regrouper pour en faire un empire. Vous voyez comment nos ancêtres avaient la suite dans les idées. Sauf que se libérer de l'esclavage au 19e siècle par les armes, cela ne se faisait pas. Posez-en la question aux Irlandais qui se battaient contre les Anglais, cela ne se faisait pas. Regardez autour de vous, regardez dans l'Amérique entière. Et quand je dis l'Amérique, je ne parle pas seulement de l'Amérique du Nord, je parle de l'Amérique du Sud, je parle de toute l'Amérique en tant que continent. Cela ne se fait pas de se libérer de l'esclavage, de s'affranchir de l'esclavage par les armes. Au contraire, les pays esclavagistes veillaient au grain et au premier soulèvement, on noyait dans le sang les chefs des révoltés. Donc se libérer, s'affranchir de l'esclavage par les armes, cela ne se faisait pas. Bon. À supposer
que nos ancêtres aient réussi à se libérer de l'esclavage par les armes, ils allaient se donner un État, ils allaient se doter d'un pays, ils allaient créer une nation. Mais cela ne se faisait pas non plus. Je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Savez-vous que depuis octobre 1648, la question de la formation des États, la question de la formation des nations était réglée par les pays européens. Ils s'étaient réunis autour d'un congrès qui allait donner lieu à ce qu'on appelle les traités de Westphalie. Nous sommes au XVIIe siècle, 1648. Depuis le XVIIe siècle, aucun nouvel État n'a pris naissance, à l'exception notable des États-Unis, dont je vais dire un mot pour refermer cette parenthèse. Donc, s'affranchir de l'esclavage par les armes, cela ne se faisait pas. Mais faire un pays en tant qu'ancien esclave, en tant qu'ancien révolté de l'esclavage, cela ne se faisait pas, cela ne s'était jamais vu et le droit international ne l'avait pas prévu puisque les traités de Westphalie de 1648 ont défini à quelles conditions on serait un État, à quelles conditions on formerait un pays et c'est réglé depuis 1648. De 1648 à 1783, aucun nouvel État n'a été créé. Yo, Alberto, frérot. Ça va, frère? Yeah, ça va. Mais bro, qu'est-ce qui se passe le 23 août comme ça? Hein? I keep hearing about that big event that's coming up, but I don't know what it is. Ah, ok. Ou pas contre ça, Pam. Non? Ok, dimanche le 23 août, là, il y a une conférence importante avec nul autre que Dr Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé? Oui. Mais qui est-ce qui doctait ça? Dr Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, un historien, un théologien, un écrivain. Oh. Le gars est très connu de la communauté haïtienne. Monsieur toujours à parler nous sous histoire nous, culture nous, à identité nous. C'est ça qui est important. What's the conference about? C'est sur l'abolition de la traite négrière d'hier à aujourd'hui. Ah. Oui, parce que si nous pas connaissons l'histoire, nous pas qu'à comprendre ça capable c'est aujourd'hui à dévenger nous. Ouais, ça me dit sous Ça, là. c'est vrai. But, yo, tell me, where and when? C'est dimanche le 23 août. Prends-le en note, mets-le dans ton agenda. 23 août. Exact. OK. De 13h à 17h au Carlton Signature, 8860 boulevard Langelier. And what's the price? How much it costs? It's totally free. C'est contribution volontaire. Et tu peux même découvrir et rejoindre le groupe AFNA qui va être sur place. AFNA? Oui, ça c'est l'association des fonctionnaires noirs et afro-descendants. Donc tu peux les rejoindre si tu es un fonctionnaire. OK. Voilà. Yo, Pam, yo, m'pas pas là, man. C'est- Là, dans le normal. Voilà, c'est ça qu'on Yo, peut I'll entendre. be there for sure, bro. Nous pas qu'à arrêter les spectateurs. Faut impliquer nous. Faut prendre place dans le combat. Venez en foule, venez avec vos amis. Voilà, on vous attend tous en foule. Nous. Right. Aucune excuse de pas être là. L'ignorance apaise, la connaissance bouleverse. 1648, nous sommes au XVIIe siècle. 1783, nous sommes au XVIIIe siècle. Pendant plus de 100 ans, aucun nouvel État n'a été créé. Le cas des États-Unis est exceptionnel. Vous avez des colons anglais qui, pour des raisons essentiellement de taxes et d'impôts, ont dit, puisque nous n'avons pas de représentants au Parlement britannique, nous ne paierons pas non plus des taxes et des impôts à un Parlement qui ne nous comprend pas. No representation, no taxation. C'était ça le mot d'ordre des colons provinciaux, des 13 colonies anglaises qui allaient devenir les États-Unis d'Amérique. Initialement, et vous pouvez remuer les archives historiques, lorsque les premiers colons se sont rencontrés dans ce qui allait être le Congrès continental à Philadelphie, leur intention première, ce n'était pas de faire des 13 colonies un seul État indépendant. De fait, chaque État était indépendant. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les États-Unis d'Amérique. Et donc, puisque le roi George, ou George III de mémoire, et le Parlement britannique ne voulaient rien céder aux colons,
qu'on considérait comme des provinciaux, c'est-à-dire des paysans? Pourquoi leur céder quoi que ce soit, nous qui sommes, si vous voulez, le modèle même de la civilisation occidentale, nous les Anglais, nous allons les battre. Et de fait, les premières années de ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance américaine ne laissaient nullement présager une victoire des 13 colonies. La marine britannique, c'était la meilleure au monde. Les provinces américaines, les 13 colonies américaines ne disposaient pas de marine. En sorte que les premières batailles, les premiers combats ont tous été perdus au profit des Anglais. N'était l'intervention de Benjamin Franklin, homme de science, propriétaire de presse, homme de renommée internationale qui a fait le voyage depuis les Amériques jusqu'en France pour convaincre les Français d'entrer en guerre contre les Anglais au profit des 13 colonies américaines, eh bien, on ne parlerait pas aujourd'hui des États-Unis d'Amérique puisque les Anglais étaient en train de gagner toutes les batailles. Et donc, le reste appartient à l'histoire. Donc, la France est entrée en guerre contre les Anglais aux côtés des 13 colonies britanniques et ça va se solder par l'échec des Britanniques et la victoire de ce qui allait devenir plus tard les États-Unis d'Amérique, mais victoire qui était attribuée alors à 13 États indépendants qu'on appelle les 13 colonies américaines. Mais vous notez quelque chose? L'indépendance américaine a été proclamée en 1776. Cette proclamation de l'indépendance a été suivie d'une guerre de l'indépendance. Guerre de l'indépendance que les Britanniques ont perdue et les Américains ont dû négocier avec les Britanniques la reconnaissance de leur souveraineté qui fut consacrée en 1783 par un traité de Paris. Mais notez quelque chose. Oui, c'est la première fois que des colonies se soulèvent victorieusement contre une métropole, mais les Anglais, comme les Américains comme des Français sont des Européens, donc c'était plus facile pour eux de s'entendre. Et de fait, la France va jouer son rôle de médiateur dans les échanges entre, d'une part, les Britanniques et les Américains pour la signature de ce traité qui reconnaissait la création d'un nouvel État en 1783. Mais notez, s'il vous plaît, les jalons historiques. Je vous ai dit, en 1648, traité de Westphalie, on définit ce qu'est un État, comment un État allait naître. Et donc, depuis 1648 jusqu'à 1783, aucun nouvel État n'est né. Et quand on parle d'État, quand on parle de nation, on parle essentiellement de Blancs, on parle essentiellement d'Européens, on parle essentiellement d'Occidentaux. En 1783, vous avez donc l'exception américaine, mais qui est une exception blanche, une exception occidentale, qui consiste à faire reconnaître l'indépendance de colonies jusque-là britanniques, mais c'est réglé. C'est vrai que les colons des 13 colonies britanniques se sont battus contre les Anglais, mais c'est des Blancs qui se battent contre des Blancs, c'est des Occidentaux qui se battent contre des Occidentaux. C'est vrai que la France est entrée en guerre aux côtés des 13 colonies contre les Anglais, mais ce sont des esclavagistes qui se battent contre des esclavagistes et l'esclavage n'a jamais été un enjeu, si bien qu'il va falloir retourner sur le théâtre de la guerre, la fameuse guerre civile des Américains ou guerre de sécession qui avait entre autres pour enjeu l'esclavage pour résoudre la question de l'esclavage aux États-Unis. Donc, il va falloir attendre 1865. Imaginez les amis là. Les États-Unis ont proclamé leur indépendance en 1776, leur souveraineté sur ces 13 colonies
a été reconnu en 1783, traité de Paris, et il fallait attendre 1865, donc près d'un siècle plus tard, pour régler la question de l'esclavage sur le territoire américain. C'est important de regarder le monde avant de parler d'Haïti. C'est important de regarder le contexte international, le contexte géopolitique, c'est-à-dire le contexte des rivalités entre les puissances pour le contrôle des ressources et des territoires. C'est important de regarder tout cela quand il faudra expliquer les raisons de l'échec d'Haïti. Depuis 1648, il n'y a pas eu de nouvel État, donc Haïti va surgir sur le théâtre international comme un tonnerre dans un ciel serein. Et même si on a eu l'exception américaine en 1783, mais c'est une nation blanche, esclavagiste, européenne établie en Amérique, qui s'entend avec la France pour obliger les Britanniques à reconnaître sa souveraineté en tant que nation, mais que des esclaves s'affranchissent de l'esclavage par des armes, que des esclaves se donnent un nouveau pays en autoproclamant l'indépendance, cela ne s'est jamais vu. Et donc, je suis en train de vous dire que se doter d'une nation, se doter d'un État, se doter d'un pays noir dans cet océan blanc, dans cet océan esclavagiste, cela relevait d'une gageure. Dans un français un peu vulgaire, on pouvait dire que nos ancêtres étaient mal barrés. Au fait, ils étaient barrés de partout. Autour d'eux, puisque nous sommes dans les Caraïbes, nous faisons partie des grandes Antilles. Mais tous les pays, toutes les colonies des Antilles, parce que ce n'étaient pas des pays, toutes les colonies des Antilles contiennent des esclavages, des esclaves. Toutes les colonies des Antilles sont soumises au régime de l'esclavage sous la tutelle de puissances européennes, hollandaises, allemandes, anglaises, françaises, espagnoles, portugaises. Et les ancêtres haïtiens, à la suite d'une longue guerre d'indépendance, disent « Nous proclamons à la face du monde l'indépendance de notre territoire. » Cela ne se faisait pas. Ce n'est pas une mince affaire, les amis, ce n'est pas une mince affaire. Si vous dites que ce territoire m'appartient et qu'autour de vous, tous les voisins disent non, vous n'êtes qu'un révolté, on ne vous reconnaîtra jamais la propriété de ce territoire, la vérité, c'est que vous êtes mal barré. Le droit international n'avait pas prévu le cas d'un groupe d'esclaves, que le droit considère d'ailleurs comme des révoltés, qui auraient battu leur maître blanc. D'ailleurs, cela ne se faisait pas, qu'une nation non européenne batte une nation européenne. Le droit international n'avait pas prévu qu'un groupe de révoltés noirs, anciennement esclaves, battent leur maître. Cela ne se faisait pas. Et, en plus, réclament la paternité du territoire où ils ont pratiqué, où ils ont été réduits en esclavage. Et enfin, pour dire au monde, reconnaissez-nous comme pays indépendant. Est-ce que vous comprenez dans quelle situation délicate Haïti s'est retrouvé au lendemain du 1er janvier 1804? Au 1er janvier 1804, il y a des représentants anglais à Haïti, qui étaient jusque-là Saint-Domingue. Mais ces représentants anglais-là, ils étaient là pour faire des affaires dans une colonie française, pas pour faire affaire dans un pays indépendant dirigé par d'anciens esclaves noirs. Il y a des représentants portugais, il y a des représentants espagnols, il y a même des représentants
Américains qui sont là pour faire commerce, puisqu'un consul, jusque-là, c'était essentiellement un agent de commerce, mais eux, ils ne sont pas là pour faire affaire avec un nouveau pays qui serait dirigé par d'anciens esclaves révoltés. Ça ne se peut pas, puisque eux, ils ont des esclaves noirs chez eux. Ils ne veulent pas offrir le mauvais exemple d'anciens esclaves noirs qui battent leur maître pour créer un pays. La question, c'est comment allions-nous faire commerce avec des pays qui ne nous reconnaissent pas? Comment allions-nous entretenir des relations avec des pays qui ne nous reconnaissent pas? Comment protéger cet idéal, ou plutôt ces idéaux dont j'ai parlé au début de l'émission, à savoir la liberté, ils ont fait la guerre pour la liberté, vivre libre ou mourir, à savoir la dignité. Les maîtres ne nous sont pas supérieurs parce qu'ils se sont autoproclamés maîtres, mais pour l'égalité aussi. Il n'y a pas de peuple inférieur à d'autres parce que des Blancs auraient conçu la notion de race. Mais une fois la proclamation de l'indépendance faite, il y a des questions pratiques qui se posent. Le pays doit faire commerce, on ne produit pas tout ce dont on a besoin. Le pays doit avoir des entrées d'argent, donc il faut qu'on puisse faire commerce avec les autres pour avoir de l'argent. Le pays doit se protéger, donc on doit pouvoir acheter des armes. Le pays doit pouvoir entrer en relation avec les autres, donc on doit pouvoir, n'est-ce pas, envoyer nos bateaux ailleurs et accueillir des bateaux qui viennent aussi d'ailleurs. Mais waouh! Haïti, quand on comprend le droit international d'alors, Haïti, lorsqu'on regarde la configuration des États blancs d'alors, Haïti avait très peu de chances de réussir. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Vous êtes des gens intelligents, même si je ne vous ai pas demandé de prendre votre café, l'habitude s'installe chez vous. Vous devez comprendre. OK, on va revenir sur le plancher des vaches. Vous vivez dans un certain quartier, je ne sais pas, dans votre quartier, il y a quoi? 500 voisins, 1000 ou 2000 ou 3000. Vous dites, cette maison-là m'appartient. Ce territoire-là m'appartient. Et puis, les voisins n'ont jamais vu quelqu'un comme vous être propriétaire. Il n'y avait pas de Noirs en Amérique qui étaient propriétaires d'un État. Vous dites, ah, mais cette maison-là m'appartient. Les voisins disent, non, ça ne peut pas être vrai parce que cette maison-là, on sait, elle appartient à l'un d'entre nous, la France. Et donc, il fallait s'attendre à ce que les voisins coopèrent, à ce que les voisins collaborent à faire échouer votre projet. C'est ce qui va se passer. Même si la France était entrée en guerre contre l'Angleterre au profit des 13 colonies d'Amérique qui allaient devenir les États-Unis, très rapidement, la France et l'Angleterre se sont réconciliés sur le dos d'Haïti. On a eu un certain Bonaparte empereur à la tête de la France qui a mandaté son ministre des Affaires étrangères d'alors, Talleyrand, et qui a fait le tour des États européens qui avaient des colonies d'esclaves dans les Caraïbes pour les convaincre de ne pas reconnaître cet État de révolté comme État indépendant. Vous notez que
le Portugal, qui avait des colonies en Amérique, n'allait jamais nous reconnaître. L'Espagne, d'ailleurs, c'est le dernier empire à reconnaître l'abolition de l'esclavage, n'est-ce pas? L'Espagne n'allait jamais nous reconnaître. Les Américains qui avaient l'équivalent de 3 millions d'esclaves chez eux n'allaient jamais nous reconnaître. Les Anglais qui ont plein de colonies d'esclaves autour de nous n'allaient jamais nous reconnaître. Et Napoléon Bonaparte, par l'entremise de son ministre des Affaires étrangères, a réussi à faire la fédération des États esclavagistes blancs contre nous. Talleyrand a réussi à mobiliser les pays européens pour qu'on ne reconnaisse jamais Haïti. Puisqu'on ne nous reconnaissait pas, ça veut dire pas de commerce, ça veut dire pas d'échange, ça veut dire pas d'achat d'armes. Et donc, la question s'est posée rapidement, comment protéger cet état de fait qu'on appelle l'indépendance. Et vous avez compris pourquoi notre première constitution le dit, au premier coup de canon, la nation est debout et tout le monde devient soldat. Vous comprenez pourquoi la première constitution, celle de mai 1805 le dit, la constitution de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. On est haïtien si on est bon soldat, si on est bon père de famille et si on a une profession. Donc rapidement, il fallait protéger ce territoire, il fallait construire des forts, il fallait construire, n'est-ce pas, des forteresses un peu partout et doter ces forteresses-là de canons de manière à protéger cet état fragile. Et c'est dans ce sens-là que nos ancêtres sont des gens extraordinaires. Imaginez, au point de vue du droit, on ne nous avait pas prévu. On a quand même réussi à construire des forts, à protéger cet état de fait qu'on appelle la liberté de l'indépendance et à remettre la population au travail parce que depuis 1791, que nos ancêtres ont brûlé les plantations, ils refusaient de retourner sur les plantations comme esclaves. Ils acceptaient d'y retourner comme ouvriers, comme travailleurs, mais pas comme esclaves. Alors imaginez comment un empereur Dessalines et ses collaborateurs devaient travailler fort pour convaincre les Haïtiens nouvellement indépendants de la nécessité de travailler, puisque jusque-là, ils ont associé travail à esclavage, ils ont associé travail à perte de liberté. Donc, ce n'était pas une mince affaire que d'imaginer un État nègre qui allait réussir dans cet océan de colonies dirigées par des Blancs, mais avec des esclaves noirs. Le droit ne nous prévoyait pas. Le droit ne comprenait pas ce que ça veut dire qu'un groupe de révoltés tue leur maître, prenne le territoire et autoproclame leur indépendance. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Mais d'un point de vue interne aussi, il fallait donner un design à ce nouvel État. Est-ce une république? Est-ce une monarchie? Est-ce un empire? La question est réglée par la Constitution de 1805. Il fallait doter le pays d'institutions. Imaginez une population qui est réduite en esclavage depuis 1503, 1501, 16e siècle, qui proclame son indépendance au 19e siècle, 4 siècles d'esclavage. Donc la plupart de ceux qui se retrouvent sur ce territoire ne savent ni lire ni écrire. Ils n'ont pas de métier. Tout ce qu'ils savent faire, c'était sarcler et planter pour leur maître. Comment allait-on réussir à se doter d'une nouvelle nation digne de ce nom, d'un État-nation digne de ce nom, se protéger contre des attaques extérieures? La France n'a jamais renoncé à Haïti. La France renoncera effectivement à Haïti lorsqu'elle aura colonisé l'Algérie. Entre-temps, Bonaparte mobilise et fédère les nations françaises contre nous.
À l'externe, il faut se protéger, à l'interne, il faut se doter d'institutions. Demander à la population de retourner sur les plantations cette fois-ci pour travailler, mais on ne forme pas une nation avec d'anciens esclaves sans que ne se pose la question de leur mode de vie. Ils vont vivre où, ces gens-là? Les territoires sur lesquels ils ont toujours vécu comme esclaves, est-ce que ces territoires-là vont leur appartenir? Vont leur appartenir. Imaginez sur une certaine plantation, il y avait, mettons, 20 esclaves ou 50 esclaves, mais à qui cette terre-là revenait-elle? Il y a 50 anciens esclaves là. N'oublions pas que l'indépendance d'Haïti, la guerre de l'indépendance est menée conjointement par les anciens libres, donc les mulâtres et les nouveaux libres, les noirs. Les mulâtres, c'est les descendants d'anciens esclavagistes. Tout naturellement, ils disent, écoutez, question de droit, question d'héritage, question de droit successoral, eh bien, si nos pères ne sont plus là, mais les terres nous reviennent. Donc la question de la réforme agraire allait se poser. C'était pas facile, hein? Il y avait plus de risques qu'Haïti échoue que de chances qu'elle réussisse. Je reprends cette phrase. Quand vous regardez la chose d'un point de vue humain, vous regardez la chose du point de vue du droit, vous regardez la chose du point de vue des sciences sociales tout simplement, il y avait plus de risques qu'Haïti échoue que de chances qu'elle réussisse. Vous dites, ah ouais, mais à côté, les Américains ont réussi. Attention, hein? La révolution américaine est menée par des élites intellectuelles, des élites financières, des élites politiques. Ceux qui ont fait la révolution américaine, pensez à des gens comme Benjamin Franklin, pensez à des gens comme Alexander Hamilton, pensez à des gens comme George Washington, pour ne citer que ceux-là. C'est des gens qui ont fait leur droit à Harvard. C'est des gens qui ont fait l'école militaire. C'est des gens qui sont très riches et qui font la révolution sur un seul idéal, la liberté de commercer avec qui on veut, de pouvoir acheter son thé là où ça coûte moins cher et d'avoir un représentant au Parlement britannique si on veut être taxé. Autrement, on ne paiera pas de taxes. Mais c'est ce qui a valu aux Américains de créer un pays. Mais ils ont eu le temps de penser à leurs choses. C'est des intellectuels, c'est des gens qui voyagent en Europe, c'est des gens qui ont tout le loisir pour penser au design de leur pays. Ils se sont effectivement réunis au Congrès continental à Philadelphie pour dire « Mais voici ce qu'il nous faut comme pays ». Mais nous n'avons pas eu ce loisir, les amis. « 60% des Noirs qui vivent ou qui vivaient à Saint-Domingue arrivent de l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Amérique. L'autre 40% est né dans l'esclavage. Donc, on n'a pas de modèle, on n'a pas l'habitude de réfléchir pour penser pays. On n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, de l'école, de la production intellectuelle. Et voilà que ce sont ces gens-là qui ont réussi à battre la plus puissante armée, à proclamer ce territoire comme étant leur territoire et à dire « nous sommes désormais indépendants ». Les défis étaient énormes. Les défis étaient plus nombreux que les opportunités, en sorte que, répétais-je, il y avait plus de risques qu'Haïti échoue que de chances pour qu'elle ne réussisse. Comment ont-ils fait? Et moi, je vous dis comme historien, à chaque fois que je plonge le regard dans l'histoire comparée des nations qui ont réussi, je dis, mais ils étaient culottés, mes ancêtres, comment ont-ils fait pour imaginer un pays? Un pays, c'est l'économie, ce que les gens oublient. Pendant la guerre de l'indépendance américaine et même après la guerre de l'indépendance américaine, les États-Unis d'Amérique étaient en faillite. Les États-Unis d'Amérique n'arrivaient pas à payer leur armée. L'armée américaine qui avait mené la guerre contre les Anglais aux côtés des Français s'est soulevée contre les membres du Congrès qui se réunissaient à Philadelphie. On a failli mettre le feu au Congrès parce que l'économie s'était effondrée. Et c'est pour ça que dès la fondation
des États-Unis. Alexander Hamilton a dit la seule façon pour l'Amérique de réussir, écoutez bien, quand je vous dis qu'il n'y a pas de pays riches, il n'y a que des pays pilleurs. Alexander Hamilton a dit la seule façon pour les Américains de réussir ce projet de pays, c'est d'être un empire, c'est-à-dire d'aller piller, voler des territoires étrangers et de lever une armée forte. Vous entendez? Il a dit la seule façon pour les Amériques de rester un pays, c'est de devenir un empire, d'aller grappiller des territoires un peu partout, donc de piller les ressources et de lever une armée forte de manière à veiller sur la gestion de ces ressources. Mais nous, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Donc, c'était un projet quasiment mort-né. C'était un projet quasi mort-né. On n'a pas d'institution. On n'est pas reconnu. Comment va-t-on faire pour faire tourner l'économie? Notre population était jusque-là réduite en esclavage. Elle associe travail à esclavage, mais on crée une nation en créant de la richesse pour la redistribuer. Comment redistribuer cette terre qui est la seule source de richesse pour toute une population quand les fils d'anciens esclavagistes disent « Puisque nous sommes les héritiers, ces terres nous reviennent ». Les défis étaient énormes, les amis. Arrêtons-nous ici. On revient et on continuera de voir comment cette nation est née et pourquoi il y avait plus de risques qu'elle échoue que de chances qu'elle réussisse. À tout à l'heure. Yo, Alberto, frérot. Ça va, frère? Yeah, ça va. Mais bro, qu'est-ce qui se passe le 23 août comme ça? Hein? I keep hearing about that big event that's coming up, but I don't know what it is. Ah, OK. Ou pas de compte ça, Pam? Non. OK, dimanche le 23 août, là, il y a une conférence importante avec nul autre que Dr Jean-Fils Aimé. Jean-Fils Aimé? Oui. Mais qui est-ce qui docteur ça? Dr Jean-Fils Aimé, c'est un intellectuel, un historien, un théologien, un écrivain. Oh. Le gars est très connu de la communauté haïtienne. Monsieur toujours à parler nous sous histoire nous, culture nous, avec identité nous, bagage qui est important. What's the conference about? C'est sur l'abolition de la traite négrière d'hier à aujourd'hui. Ah. Oui, parce que si nous pas connaissons l'histoire nous pas qu'à comprendre ça qu'a passé aujourd'hui à devant chez nous. Ouais, ça me saoule. Ça c'est vrai, but yo, tell me, where and when? C'est dimanche le 23 août. Prends-le en note, mets-le dans ton agenda. 23 août. Exact. OK. De 13h à 17h au Carlton Signature, 8860 boulevard Langelier. And what's the price? How much it costs? It's totally free. C'est contribution volontaire. Et tu peux même découvrir et rejoindre le groupe AFNA qui va être sur place. AFNA? Oui, ça c'est l'association des fonctionnaires noirs et afro-descendants. Donc tu peux les rejoindre si tu es un fonctionnaire. Ah, OK. Voilà. Hey, yo, Pam, yo, m'pas qu'à pas là, man. That's Pas it. là, dans le normal. Voilà, c'est ça qu'on Hey, veut yo, entendre. I'll be there for sure, bro. Nous pas qu'à arrêter les spectateurs. Faut impliquer nous. Faut prendre place dans le combat. Venez en foule, venez avec vos amis. Voilà, on vous attend tous en foule. Attendons-nous. Right. Aucune excuse de pas Parce être que là. l'ignorance apaise, La connaissance bouleverse. À la proclamation de l'indépendance, les défis étaient énormes. Il y avait donc plus de défis que d'opportunités. Les urgences étaient partout. Tout était prioritaire, tout était, bon Dieu, urgent. Et l'empereur Jean-Jacques Dessalines a bien compris ses priorités. Priorité numéro 1 pour l'empereur, c'était de sécuriser le territoire. Nous sommes entourés d'ennemis anglais, les colonies anglaises, d'ennemis français, les colonies françaises, Martinique, Guadeloupe, d'ennemis espagnols, déjà ce territoire, cette île qu'on appelle Haïti, qui est devenu Saint-Domingue et qui est revenu Haïti, qui est redevenu Haïti, mais à l'est, vous avez une partie du territoire qui nous échappe. Même si en 1801, le gouverneur Toussaint Louverture a conquis la partie de l'Est, mais rapidement, tous les Français
qui se battaient contre nous se sont regroupés dans l'Est. Et dans l'Est, donc, on continuait à pratiquer l'esclavage. Et donc, la priorité numéro 1 pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était de sécuriser le territoire. Et pour sécuriser ce territoire, il fallait reconquérir l'Est. Donc, vous comprenez pourquoi, à son agenda très tôt, il a inscrit la campagne de l'Est. Car aussi longtemps qu'il y avait dans l'Est les Espagnols qui pratiquaient l'esclavage, qu'il y avait les Français, d'anciens esclavagistes, qui continuaient à pratiquer l'esclavage, notre liberté, notre souveraineté était fragile et frêle. Priorité numéro 1, sécuriser le territoire. La campagne de l'Est faisait partie des premières urgences. La construction de forts faisait partie des premières urgences. Lever une armée professionnelle faisait partie des premières urgences. Mais en même temps, on ne construit pas un pays sur le vide. Il faut faire tourner l'économie. Le café de Saint-Domingue, en ce moment-là, donc Saint-Domingue qui est devenu Haïti, c'était le meilleur café du monde. Notre café se vendait jusqu'en Russie, c'est-à-dire jusqu'en Asie. Notre sucre comptait aussi parmi les meilleurs du monde. Il fallait continuer à faire tourner l'économie. Donc, sécuriser l'indépendance, sécuriser notre liberté, mais en même temps, faire tourner l'économie. La notion de code de travail n'existait pas, les amis. Qu'est-ce qui revient aux propriétaires, qu'est-ce qui revient aux travailleurs? Ça n'existait pas. Partout en Europe, qu'est-ce qu'on avait? On avait le système du servage. Il y avait des serfs, des gens qui appartenaient à des seigneurs et qui étaient assignés à un certain territoire. Et le Seigneur leur donnait quelque chose à manger pour les aider à prendre soin de leur famille. Mais c'est ce qu'il y avait dans le monde. Alors que nous, il nous fallait concevoir un nouveau mode de fonctionnement de l'économie, c'est-à-dire littéralement concevoir un code du travail. L'ancien esclave, désormais, a droit à un salaire, il a droit à des revenus, il a droit aussi à des lopinter. Mais la question se pose, est-ce qu'il faut garder les grandes propriétés qui faisaient tourner l'économie de Saint-Domingue, ou bien est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, morceler ces territoires, les distribuer entre les paysans, les distribuer entre les anciens esclaves, de telle sorte qu'ils soient eux aussi propriétaires de quelque chose? La question était, les amis, lancinante, la question était critique. L'empereur Jean-Jacques Dessalines avait une vision double. Il nous faut de grandes propriétés pour continuer à produire le sucre, pour continuer à produire le café, car les petits territoires ne produisent pas suffisamment, mais en même temps, il faut donner à ceux qui ont combattu pour l'indépendance quelque chose qui leur appartienne. Et donc, waouh! Il fallait danser le tango. Oui, il nous faut de grandes propriétés, de grandes plantations pour produire le café, pour produire le sucre. Il faut aussi prévoir un salaire pour ceux qui allaient y travailler, non plus comme esclaves désormais, mais il faut les encourager à y revenir, ceux qui n'étaient pas donnés, mais en même temps, si on s'est battu contre d'anciens esclavagistes qui sont morts désormais, ou bien qui ont pris la fuite vers Cuba, qui ont pris la fuite vers les États-Unis, à Philadelphie en particulier, qui ont pris la fuite vers l'Est. Mais ces territoires-là, eh bien, à un moment donné, il faut que l'État les partage. Et les mulâtres disent, mais ça nous revient. Parce que ça a appartenu à nos pères. Dessalines dit alors, mais si ça vous revient, alors les Noirs dont les pères sont en Afrique et qui ont combattu pendant l'esclavage, ils n'auraient donc rien. Et donc, il va naître une nouvelle problématique. La problématique agraire, la problématique du partage des territoires. Et donc, si vous connaissez l'histoire d'Haïti, vous allez entendre désormais parler de la question des faux titres de propriété. Chaque mulâtre désormais va trouver un papier
qui justifie son titre de propriété sur tel nombre de carreaux de terre, sur tel nombre d'hectares de terre, et 9 fois sur 10, ce sont de faux papiers. Et donc, l'empereur Dessalines va devoir parcourir le territoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'injustice, pour s'assurer qu'on ne vole pas les biens de l'État au profit de mulâtres qui réclament, n'est-ce pas, ces terres, parce qu'elles auraient appartenu à leur père. Et en même temps, il faut faire travailler la population, il faut doter le pays d'institutions, il faut lever une armée professionnelle de manière à sécuriser l'indépendance. Dites-moi, comment on fait ça? On ne construit pas un pays sans la justice, sans une institution qui s'appelle la justice. Ceux qui jusque-là étaient des juges, mais c'était des Français, ils ont pris la poudre d'escampette. Oui, il y avait quelques mulâtres qui ont fait le droit en France, etc., qui pourraient servir dans des institutions de justice. Mais il n'y a pas que l'institution de la justice, il faut aussi former cette population, lui donner un métier. Tous les professionnels ont pris la fuite. Il faut faire tourner les Guldives, il faut faire tourner, n'est-ce pas, les rudiments d'industrie qu'on avait dans la colonie. Je dis bien les rudiments parce que le colbertisme, n'est-ce pas, ne prévoyait pas d'industrie dans les colonies. C'était tout pour et par la métropole. Puisque l'empereur Dessalines, dans sa constitution de 1805, mai 1805, prévoit qu'on est haïtien quand on est bon soldat, quand on est bon père de famille, quand on possède un métier. Donc il faut construire des écoles. Il faut faire retourner cette population ou faire entrer cette population à l'école. Imaginez, les amis, c'est la quadrature du cercle. Convaincre les anciens esclaves de travailler, cette fois-ci pour un salaire. Trouver un modus operandi pour la question du partage des terres. Prévoir des écoles pour former cette population. Prévoir une main-d'œuvre qualifiée pour doter le pays d'institutions. Prévoir des gens qualifiés pour faire tourner une industrie. Dites-moi comment vous allez faire ça à vous. Les nations européennes qui détiennent jusque-là un certain savoir-faire industriel refusent de collaborer. Les professionnels français qui étaient des esclavagistes ont pris la fuite. Donc, il ne nous reste plus de main-d'œuvre qualifiée. Entre-temps, il faut partager les terres tout en faisant tourner l'économie. Pour partager les terres, il faut avoir des institutions respectables, respectées, des institutions non partisanes. Et il faut faire tout ça pendant qu'on surveille nos frontières, pendant qu'on lève une armée professionnelle, pendant qu'on achète des armes pour protéger ce pays. Encore une fois, il y avait plus de risques qu'on échoue que de chances qu'on réussisse. Et puisque, comme vous le savez, partout où il y a l'homme, il y a l'hommerie, partout où il y a pouvoir, il y a lutte pour le pouvoir. Maintenant, entre les généraux qui se sont conjoncturellement entendus pour chasser le français, maintenant, il y aura des rivalités. Le général Christophe surveille de près un caporal à mort. L'empereur Jean-Jacques Dessalines entend parler tous les jours de complots qui sont ourdis par les Pétions, en tout cas les généraux de l'Ouest et les généraux du Sud. Au sein de la population, il y a une grogne de plus en plus, bon Dieu, sonore et étourdissante. Vous avez la population d'anciens esclaves qui réclament des terres et le partage des terres tarde à se faire. Il faut trouver un modus operandi juste et équitable. Et du côté des mulâtres, vous avez une grogne de plus en plus forte parce que ces gens-là veulent la terre
qui appartenaient soi-disant à leur père, à tort ou à raison. Lorsque l'empereur Dessalines nomme quelqu'un pour faire respecter la question des titres de propriété, mais il n'est pas écouté, beaucoup d'entre eux sont corrompus, d'autres se font acheter, d'autres encore se font assassiner, et des complots en vue de l'assassinat du premier homme d'État, du premier chef d'État haïtien, commencent à se lire et à se diffuser, entre autres, aux États-Unis. Dans la Gazette de Philadelphie, on dit « Ah, ce n'est qu'une question de temps, il sera assassiné ». On proclame l'indépendance, on doit se donner des institutions qui tendent à sortir de terre. Vous avez une population peut-être de 2-3 millions qui veut des terres, qui doit travailler, une économie qui doit être tournée, mais un pays a besoin de faire commerce. Toutes les nations se braquent et refusent de faire commerce avec nous. Notre indépendance est menacée, la France prépare un retour. Elle arrive à fédérer les nations esclavagistes contre nous. Comment on fait réussir une nation ou un État dans un tel contexte? Dites-moi. Qu'on ait réussi à battre l'armée française, c'est une chose. Qu'on ait réussi à proclamer son indépendance, c'est une chose. Mais se doter d'institutions avec une population majoritairement analphabète, faire tourner l'économie avec une population qui revient de l'esclavage et qui associe travail et esclavage, c'est pas facile. Créer des écoles, donner des institutions à ce nouvel État, tout ceci relevait d'une gageure. Entre-temps, vous avez la France qui ne renonce pas à son ancienne colonie, qui demeure très active dans l'espionnage, qui fait des offres aux mulâtres, qui fait des offres à Pétion, qui fait des offres à Rigaud, qui revient entre-temps, qui fait des offres, n'est-ce pas, à Boyer, qui fait des offres à Christophe. On ose promettre à Christophe qu'on fera de lui le gouverneur si jamais il se débarrasse de Dessalines, si jamais il renonce à l'indépendance. Donc, du point de vue interne, on doit lutter sur plusieurs fronts. La question du partage des territoires, la question de l'implantation d'institutions, la question de la protection de la sécurité, la question de la création de la richesse. Mais du point de vue externe, la France fédère toutes les nations européennes esclavagistes contre nous et on magouille, on grenouille pour faire échouer ce projet. Pour trouver une solution, il faut bien poser le problème. C'est Einstein qui disait « il n'y a pas de problème sans solution ». Pourquoi vous ne trouvez pas de solution? C'est lorsque vous posez mal le problème. Pour faire une bonne prescription, dit-on en management, il faut poser le bon diagnostic. Et souvent, on ne prend pas le temps de poser le bon diagnostic. Tandis qu'on lutte pour régler la question agraire, pour doter le pays d'institutions, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée, pour faire tourner l'économie, pour protéger son territoire. Bing! Un complot va réussir, on va assassiner le premier homme d'État haïtien, le père même de l'indépendance, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, sur la question de la vérification des titres de propriété. Vous avez des mulâtres ou d'anciens ou d'officiers noirs aussi qui disent, écoutez, telle terre nous appartient, et lorsqu'on vérifie les titres, ben, ce sont de faux titres. Et on n'a pas assez de bras, on n'a pas assez d'institutions pour les punir. Et entre-temps, on ourdit un complot en vue de l'assassinat, complot qui est annoncé, préannoncé par la Gazette de Philadelphie. Si bien que 2 ans après un si beau projet, vous notez que je parle de projet,
le vainqueur de Napoléon, le tombeur de Rochambeau, celui qui a dit qu'il nous donnerait l'indépendance, même si 100 fois il se rendrait aux Français, il est assassiné le 17 octobre 1806. Il avait beaucoup de projets. Si vous prenez le temps de lire, par exemple, l'œuvre des premiers historiens, l'empereur avait l'intention de doter la nation de plusieurs centres de scolarisation. Entre-temps, il a lancé 6 grands centres scolaires, puisque le pays était divisé en 6, était partagé en 6 divisions militaires. Il y avait donc 6 grandes écoles. Il avait l'intention de recenser cette population et de doter chaque membre de cette population, donc chaque Haïtien, d'une carte d'identité qui allait lui permettre de recevoir les services de l'État. Mais il n'a pas eu le temps de tout faire ça, comme le dit Louis-Joseph Janvier. Le grand intellectuel Louis-Joseph Janvier, il est pour comprendre l'empereur Jean-Jacques Dessalines, il faut le comprendre d'un bloc. Il avait de grands idéaux, il avait de bonnes intentions, il avait de grandes visions. Tout ce qui lui manquait, c'était du temps. 2 ans après la proclamation de l'indépendance, il est assassiné. Retenez, du point de vue du droit international, du point de vue du contexte international, du point de vue des défis internes, Haïti avait plus de risques d'échouer que de chances de réussir. Je vais m'arrêter ici. Je m'arrête ici à dessein. Je veux que vous preniez le temps de poursuivre la réflexion. Comment réussir un État dans un tel contexte? Fédération des pays voisins contre nous, blocus commercial contre nous, en face de nous, les Français, les Espagnols, qui se retrouvent donc à l'Est, continuent de pratiquer l'esclavage. À l'intérieur, vous avez une population analphabète, une population sans terre, sans rien, une nouvelle nation sans institution. On n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Et ne me dites surtout pas que les États-Unis, eux, ont réussi. Oui, ils ont réussi. Parce que ce sont les bourgeois qui ont fait la révolution américaine. C'est l'élite intellectuelle et financière qui a fait la révolution américaine. Et les Américains ont bénéficié du soutien d'autres nations européennes comme la France pour faciliter leur développement. Comment réussir dans un tel contexte? On revient la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Le but de la chaîne, c'est de vous aider à comprendre. Pas de susciter des émotions, mais c'est vraiment de vous aider à comprendre. Pour poser le bon diagnostic, un diagnostic cru. Et pour poser ce diagnostic, il faut plonger dans le mal profond. Il faut plonger les regards dans la plaie. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. On se retrouve la semaine prochaine. Vive Haïti. Au revoir.